Bonjour à tous, je pense que nous sommes en direct à nouveau ce soir pour l'histoire de leur début. Alors pourquoi l'histoire de leur début? On va faire un petit point parce que quand on commence à vouloir créer un projet, qu'on soit dans l'entrepreneuriat professionnel ou autre, parce que on est tous en fait les entrepreneurs de notre vie et de nos projets, et bien quand on a un projet qu'on a envie de concrétiser, c'est un petit peu comme quand on rentre dans une rame de métro, comme quand on est un conducteur de métro. C'est-à-dire qu'on rentre dans un train, on démarre et on a un objectif, on a une voie, on a une raille et on va vers cet objectif. Eh bien moi, avec ces interviews, avec ces histoires de leur début, j'ai une simple envie, c'est de vous proposer non plus d'être le conducteur du métro, mais d'être un voyageur. Et si vous pouviez descendre de ce métro, avec toujours le même objectif, la même envie d'aller à un endroit particulier, mais descendre de ce métro-là et prendre les couloirs, prendre d'autres rames, voir d'autres choses, d'autres manières, d'autres paysages. Qu'est-ce que vous en penseriez? Vous seriez d'accord? Ok? Allez, ben, je vous embarque ce soir. Et je vous embarque avec quelqu'un qui a une influence matériellement assez forte sur les réseaux, avec quelqu'un que l'on connaît très très bien pour beaucoup d'entre elles, c'est Cécile Flora. Cécile Flora, elle est Bonsoir à tous. formatrice Énéagramme. Cécile Flora, on la connaît par toutes ces vidéos qu'elle fait sur l'Énéagramme, par toute cette légèreté qu'elle met par rapport à cet outil. Et voilà. Et j'espère que ce soir, Cécile, avec la même légèreté, va accepter de nous partager un petit peu l'histoire de ses débuts et juste ce qu'elle pense de l'entrepreneuriat, en fait. Bonsoir, Cécile. Bonsoir Eliane et merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Et j'espère que vous aurez l'audace de nous poser toutes vos questions parce que je pense qu'avec Eliane, on est prête, avec l'expérience qu'on a derrière nous, on est prêt à répondre à toutes vos questions aussi, parce que ça, c'est hyper important, que le live soit interactif. Absolument. Et la première question pour un bon live interactif, Cécile, j'ai envie de te dire, présente-toi. Eh bien, bonsoir, moi je m'appelle Cécile Flora. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, je forme à l'énéagramme. Alors, l'énéagramme, c'est un outil qui m'est tombé dessus par hasard, si je puis dire, quand j'avais 16 ans. Et j'ai tout de suite adoré. J'ai adoré immédiatement la puissance de l'outil. J'ai adoré le fait que je puisse appréhender les personnalités qu'il y avait autour de moi, que je puisse apprendre à mieux me connaître. Et Dieu sait que c'était un cadeau au moment de l'adolescence. Donc, l'énéagramme, c'est quoi? C'est un enseignement qui cartographie la psyché humaine et qui la cartographie en 9 dynamiques de personnalité. On en parlera un petit peu plus tard ce soir, rapproché de l'entrepreneuriat. Et moi, quand j'ai décidé de m'intéresser à ce sujet, j'y suis allée à fond, à fond, à fond. Ça m'a passionnée. Ça m'a jamais lâché. Mais en tout cas, j'en ai pas fait tout de suite un métier lié à l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, je forme avec cet outil. J'ai vraiment plaisir à le proposer en présentiel et en distanciel. Je fais aussi des vidéos humoristiques sur le sujet pour populariser l'outil, pour le rendre accessible et digeste, parce que j'ai trop entendu de gens dire « j'ai ouvert un bouquin, c'était trop complexe, je l'ai refermé » et je veux que la connaissance de soi soit accessible à tous, de 7 à 77 ans. Donc voilà, aujourd'hui, j'écris une pièce de théâtre, je fais des vidéos humoristiques, je fais des formations, je fais de l'accompagnement individuel, toujours autour de la connaissance de soi et donc de l'énéagramme. Parfait, très bien, merci beaucoup. Donc, effectivement, une pro de l'énéagramme, une pro de l'accompagnement. Quel plaisir de t'avoir avec nous ce soir, Cécile. J'ai une première question pour toi. Je crois que, si je me rappelle bien ton parcours, tu as commencé par l'hôtellerie. Tu as une formation dans l'hôtellerie. Tu as commencé par l'hôtellerie de luxe. Oui. C'est ça. Et ensuite, on est passé sur un master avec un mémoire sur la place de l'humain Oui. en entreprise, en fait. C'est ça. En fait, j'ai commencé ma carrière. Alors, en vrai, de vrai, j'ai commencé ma carrière comme troubadour dans un château. Ça, faut quand même le dire. Donc, il y a quand même un lien dans tout ce que j'ai fait. C'est que j'ai toujours été au contact du public.
J'ai toujours été très attirée par tout l'univers, le spectacle, la scène, transmettre les choses de manière humoristique, de manière ludique. Et c'est vrai que quand j'ai eu mon premier métier et que j'étais troubadour dans le château de Menton, c'était quelque chose de très novateur parce que les touristes, quand ils venaient, au lieu de découvrir le château avec un guide de manière sérieuse et un petit peu conventionnelle, ben, du coup, c'était des personnages déguisés médiévaux qui faisaient découvrir l'univers du château de Menton sur les bords du lac d'Annecy, puisque je suis d'Annecy. Puis après, je me suis dirigée vers l'hôtellerie de luxe. Alors là, c'est vrai que c'était très enfermant, il y avait un cadre qui était très strict, mais j'étais très, très, très fascinée par cet univers, par le niveau d'exigence, par ce qu'on pouvait vivre, et il y avait vraiment beaucoup d'intensité. Et puis finalement, ce que vous ne savez pas, c'est que je travaillais dans l'hôtellerie de luxe, mais j'étais barmaid. Et le bar, bah, c'est quand même le pôle bien sympathique dans l'hôtellerie de luxe. Et ben, pour ceux qui sont déjà allés dans un bar, ben, c'est quand même l'endroit où on se confie beaucoup. Donc, c'est là que j'ai commencé à expérimenter les plaisirs souvent on dit c'est de la psychologie de comptoir, pas tant que ça, parce que les gens se confient beaucoup et il se passe beaucoup de choses au comptoir d'un bar ou dans un bar d'une manière générale. Et puis après, effectivement, un jour, il y a un client qui me dit, mais tu as passé toute ta vie ici? Et je ne m'étais pas posé la question. Et en fait, ni une ni deux, j'ai pris mes petites affaires et j'ai démissionné un peu sur un coup de tête et je suis allée faire un master RH pensant que c'est là que j'allais trouver l'aspect humain parce que j'adorais le développement personnel, je me formais à l'énéagramme à côté et je me disais, oh, mais je suis sûre que c'est les ressources humaines qu'il me faut. Bon, dans les ressources humaines, on n'a pas parlé de ressources humaines, hein, on a parlé de finances, de compta, de droit, de gestion de la paye, mais on n'a absolument pas parlé d'humain. C'est pas grave, ça m'a pas empêché, comme tu le disais, de faire un mémoire sur la place du développement personnel pour aider le manager RH dans son rôle de révélateur de talents et de compétences. Et à l'époque, on est en 2010 et le jury me dit le développement personnel, c'est New Age. Dans 2 ans, on n'en parlera plus. L'énéagramme, la PNL, le MBTI, mais c'est quoi ces trucs ésotériques? Et ils se sont foutus de ma gueule. Voilà. J'ai jamais eu le plaisir de les recroiser pour leur dire qu'ils s'étaient bien trompés. Ils t'écouteront peut-être ce soir ou en replay d'ailleurs. Eh ben, coucou à vous. Ok, donc effectivement, une carrière qui commence dans le salariat, quelque part avec un intérêt pour les mains, ok, mais dans le salariat. À partir de quand tu as décidé de devenir entrepreneur? C'est quoi le point de bascule? Bah, en fait, en vrai, au fond de moi, j'ai toujours voulu, parce que quand je me formais à l'énéagramme, toute ma carrière, quand j'étais salariée, et j'ai été 15 ans salariée dans les ressources humaines jusqu'à atteindre un poste assez haut niveau dans une banque privée à Genève, donc j'étais à la DRH d'une banque privée à Genève. Si vous voulez imaginer l'environnement le plus strict possible pour le travail, la banque privée de Genève, c'est exactement l'endroit. C'est très militaire, c'est très structuré, c'est très procédure, c'est très sérieux. Et pour le coup, je pense que je me suis jamais autant de fois posé la question de qu'est-ce que je fous là? À quel moment je me suis fourvoyée à ce point-là? Et en fait, tous les jours, je me disais qu'est-ce que je fous là? Et puis, en fait, vu que parallèlement, je m'étais formée à l'énéagramme et que je me disais tout le temps, tu sais que je me disais, non mais aujourd'hui, c'est complètement dingue de me dire ça, mais je me souviens de me dire, je ne peux pas me mettre à mon compte, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez sérieuse. Je me racontais ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ma base énéagramme, c'est une croyance qu'on retrouve beaucoup dans la base 7, c'est le fait que je ne peux pas être prise au sérieux. Je ne suis pas quelqu'un de sérieux, je ne suis pas assez structurée, je ne suis pas assez disciplinée, je n'ai pas assez de focus, tu sais, de discipline vraiment. Et donc, en fait, je m'étais raconté cette histoire. Donc, du coup, vu que je m'étais raconté cette histoire, du coup, j'allais certainement pas me lancer alors que j'en mourrais d'envie. Ah oui, donc déjà, effectivement, il y avait déjà en fait comment dire, une appétence. Un écart en fait avec la position que tu avais, ce que tu avais envie et ce que tu te racontais quelque part. Comment on résout ça à un moment? Mais en fait, c'est là où c'est quand même, je me dis, mais des fois, l'être humain, il est un peu con. Et je parle de moi, mais je pense à parler à des gens, c'est qu'en vrai, tu le sais que tu n'es pas fait pour ce que tu fais puisque tu es malheureux. Et tu sais qu'il y a un truc qui t'appelle, que tu as envie de faire. Et donc, c'est là que je me dis, c'est quand même dingue, c'est qu'à un moment donné, j'ai failli laisser une croyance limitante flinguer un rêve. Parce que je me disais, ouais, non, mais d'accord, ok, tu vas être entrepreneur, donc tu vas gagner moins d'argent, puis du coup, soi-disant, tu vas faire ce que tu veux. Puis j'écoutais, tu sais, les entrepreneurs sur les réseaux, parce qu'au travail, en fait, j'avais pas le droit d'écouter des choses, mais en fait, j'écoutais plein de podcasts, plein de trucs, plein de vidéos, et je me disais, ouais, non, mais les gars qui nous vendent du oui, mettez-vous, vivez de votre passion et tout, je me disais, ouais, en fait, c'est pas vrai, si ça se trouve, c'est du blabla. Donc, il y avait une part de moi qui croyait pas, tu vois, à ça.
Et puis, un jour, j'ai commencé à m'autoriser un peu à rêver et je me souviens, je me suis cassé la main parce que j'avais organisé un séminaire de curling avec le travail et je me suis pété la main. Acte manqué. Et je me balade dans la rue à Annecy et pour la première fois, tu sais, je découvre ma ville. Genre, je prends le temps de marcher, de déambuler dans les rues, de voir mes voisins. Et je suis plus dans le rythme effréné, tu vois. Et là, me vient une réflexion. Je me dis, oh, ça serait quoi la vie de mes rêves? Et je me dis, et moi j'habitais au bord du lac d'Annecy, je me dis, bah, ça serait pouvoir aller me baigner le midi au lac. Ça serait, tu vois, un petit luxe. Puis je commence à réfléchir à tous ces petits luxes, tu sais, ces petits bonheurs-là, de pouvoir me lever à la limite quand je veux, de créer mon emploi du temps comme je veux, d'être libre. Et puis je me dis, ah oui, c'est vrai que j'adore former dans mon travail, j'adorais former les nouveaux collaborateurs. Je me dis, ah ouais, je pourrais former à l'énéagramme. Et je me souviendrai toute ma vie de ce jour-là où tout d'un coup, je me dis, ouais, bon, trêve de plaisanterie. Et tu vois, je balaye ça tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, vraiment pour ceux qui pensent, j'ai ce rêve-là, mais c'est pas possible, sachez que tout est possible dans la mesure où c'est vraiment quelque chose qui est important, qui vibre, etc. Et souvent, c'est juste une question de croyance limitante parce qu'on s'arrête au comment. Et en fait, on se bloque sur le comment. Alors qu'en fait, c'est pas la première chose à réfléchir. La première chose à réfléchir, c'est vraiment réfléchir à qu'est-ce qui me ferait vibrer, qu'est-ce qui me ferait grave plaisir, qu'est-ce que j'aurais envie de transmettre, de faire, d'inspirer, si tout le champ des possibles était ouvert. Parce qu'en vrai, le champ des possibles est ouvert. C'est juste qu'on prend rarement ce temps pour se dire, si je devais reprendre ma vie, là, si je devais, tu sais, faire une pause et me projeter et me visualiser à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, je mets quoi dans ma vie concrètement? Oui, mais c'est ça d'un côté, effectivement. Et puis d'autre côté, on a souvent aussi, malheureusement, des gens qui ont des rêves, mais qui se disent ou non, peut-être pas au moment où ils les ont, la capacité de pouvoir les réaliser parce que les contraintes économiques, familiales, etc., font que, bah oui, si on se lance, on met tout en l'air et bien souvent, on sait très bien qu'on préfère la sécurité, effectivement, à l'inconnu, assez manifeste. Mais c'est vrai que ouais, renoncer à ses rêves, c'est quand même assez difficile. Et c'est justement, je te remercie d'ailleurs, l'objet de ces interviews, c'est-à-dire si vous pouviez sortir du train pour aller vers vos rêves, quelque part. Et ça, c'est génial. Et merci d'en parler parce que effectivement, moi, j'ai pas vraiment de tabou par rapport à ça, mais quand je travaillais à Genève, pour info, je gagnais 10 000 euros par mois. Donc, pour lâcher un salaire à ce point-là, un niveau de salaire qui était là, avec un train de vie qui était le même, il a fallu vraiment que je fasse péter tout un tas de verrous sur la première chose que j'ai fait, c'est la différence entre envie et besoin. Parce qu'en fait, dès que j'avais une envie, bah, elle était comblée parce que c'était assez confortable. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, en vrai, est-ce que tout ça, ça te rend heureuse? Et donc, je l'ai vraiment expérimenté, ce truc de, je m'étais fixé à 30 ans, je veux gagner 10 000 euros par mois. Et en fait, je m'étais fixé un objectif monétaire. Et je me rappellerai toujours, ma maman, qui est très sage, m'avait dit, Silou, tu sais, je pense que l'argent n'est pas une motivation et tu verras que tu vas vite en arriver à bout de cet argument. Et elle avait raison parce qu'en fait, au moment où effectivement ça s'est réalisé, eh ben, c'est la période de ma vie où j'étais le plus malheureuse. Parce qu'en fait, en vrai, c'est pas une motivation. Ouais. Et c'est là, effectivement, où il y a des fois, on cherche pourquoi on a une forme de vide à l'intérieur que souvent, d'ailleurs, on ne comprend pas. Ça arrive souvent. Et oui, effectivement, parce qu'on n'est pas l'acquis matériel, en fait, ne nous met pas en sécurité quelque part. Et on Exactement. chercher la sécurité ailleurs. Et puis, le pendant de ça aussi, ce qui est intéressant d'aller voir, c'est que cette somme d'argent que j'avais visualisée comme étant le Graal et la chose qui allait me rendre comblée et heureuse et qui allait me faire sentir comme dans une réalisation, me rendait dépendante. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à quitter ce job parce que j'avais mis un espèce d'enjeu à une fois que j'ai ça, je vais être heureuse et je m'accrochais à ça. Et du coup, de lâcher ce truc-là, j'en étais devenue esclave et de le lâcher a été encore plus compliqué. Et parce que c'était un idéal. Et donc, c'est là où, en fait, on voit à quel point parfois c'est tordu, c'est biaisé, qu'on a des biais cognitifs, qu'il y a des choses qui nous viennent aussi de l'environnement. Parce que moi, j'étais dans l'environnement de Genève, qui est un environnement très
luxe, où les salaires sont assez démesurés. Donc forcément, c'est un petit peu la course à l'échalote du toujours plus. Et le toujours plus, pourquoi au final? Pour rien du tout, parce qu'effectivement, mon job était absolument pas éthique. Les gens dans lequel le système dans lequel j'évoluais ne me convenait absolument pas et j'étais malheureuse comme une pierre. Et c'est de la frustration qu'est née l'ambition qu'il y avait derrière. C'est que je me suis dit, mais j'ai trop d'estime de moi pour rester dans un environnement aussi malsain. Tu vois? Et c'est pour ça que je fais vraiment une différence entre la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Et moi, j'ai toujours eu de l'estime pour moi. C'est-à-dire, je sais ce que je méritais. Et à un moment donné, je ne méritais pas d'être traitée comme ça. Je ne méritais pas d'être dans cet endroit-là. Et puis, j'étais toujours persuadée, mais je mérite d'être heureuse et je mérite de faire un truc qui me plaît. Donc maintenant, il faut trouver quoi? Il faut trouver comment. Mais l'idée d'abord, c'était de faire, tu sais, de faire émerger cette flamme, cette étincelle de je peux rêver à autre chose. Et est arrivée la Z, en fait. Ouais, ben alors déjà c'était dingue parce que c'est ce que je vous ai dit, je me suis formée à l'énéagramme pendant toutes les années, à chaque fois que j'avais des semaines de vacances, en Suisse on n'en a que 4, mais dès que j'avais une semaine de congé, j'allais me former à l'énéagramme et tout, j'étais trop passionnée. Et donc je décide de quitter la banque privée, donc on est en 2019 et je décide donc forcément je vais me former à la PNL, donc j'adore, je me trouve c'est génial. Et puis je faisais déjà régulièrement des séminaires de PNL Power, c'était des week-ends intensifs de PNL. Et à chaque fois, je trouvais ça trop cool. Ça me reboostait, donc j'étais déjà familière avec ça. Donc, je vais me former à la PNL. Et puis là, me prend l'idée, effectivement, de m'inscrire à l'Académie Zéro Limite. Donc, c'est une académie qui nous permet d'apprendre à nous marketer sur les réseaux sociaux, donc le marketing et de la communication. Et là, il nous dit, vous listez vos 5 compétences. Alors, moi, je me dis, je vais lister ressources humaines, l'anglais, l'allemand, scolairement. Puis, accessoirement, il me manquait le 5e. Puis, je me dis, l'énéagramme. Mais comme ça, tu vois. Et tout d'un coup, arrive comme une évidence, je me dis, mais attends, c'est le truc dans lequel tu t'es plus formé que n'importe qui. Tu as lu tous les bouquins, tu as tout compulsé. Depuis que tu es ado, tu prends des paperboards et dès qu'il y a des soirées entre amis et tout, tu les saoules avec l'énéagramme. Et même pas ça t'est venu à l'idée que tu pouvais en faire ton métier. Donc là, en fait, j'ai eu une illumination grâce à la Z parce que il y a des fiches exercices, il y a des fiches pratiques et tout le processus est super bien rodé pour apprendre. C'est vraiment une vraie académie pour nous apprendre tout d'un coup à nous faire poser les questions sur quels sont nos talents et comment on peut le faire et c'est quoi nos importants. Et tout d'un coup, ça m'est arrivé un peu comme alors que en vrai, de vrai, on peut se dire c'était assez évident. Non, c'était pas évident pour moi. Et donc, arrive effectivement la conscience de j'adore l'énéagramme, génial. Après, il faut se mettre à créer. Il faut commencer à créer sa boîte. Comment ça se passe? Moi, je l'ai fait pendant le Covid. Et du coup, ce qui est génial, alors le cadeau caché, parce que c'est toujours ça, c'est que en fait, il y en a plein qui ont dit ouais, moi d'ouvrir ma boîte pendant le Covid, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Ça, c'est pas vrai, parce que moi, c'est parce que je l'ai ouvert pendant le Covid que je n'ai pas eu le choix que de faire du distanciel, enfin du Zoom. Et du coup, s'il n'y avait pas eu le Covid, ça m'aurait même pas traversé l'esprit de faire du coaching et de faire des formations à distance. Même pas, j'aurais eu cette idée. Oui, parce que en vrai, jamais, je ne savais même pas qu'on pouvait faire des consultations, on va dire de thérapie ou peu importe, des formations à distance, ça m'aurait pas traversé l'esprit. Je l'avais fait pour la Z parce que c'est une académie qui est au Canada, donc c'était assez logique et puis voilà, puis ça suffisait largement. Et là, le Covid arrive et là, je me dis oh là là, donc j'ai mes premières séances sur Zoom et là, je me rends compte que c'est génial. Je me rends compte que ça permet d'avoir des gens de la France entière, voire du monde entier, dans la francophonie mondiale. Et là, ça ouvre mon champ des possibles. Et je me dis, mais c'est trop bien. Et je me rends compte que d'un potentiel point, on va dire négatif ou une contrainte conjoncture, enfin tu vois, la conjoncture n'est pas favorable, en fait finalement, elle le devient et j'arrive à trouver un biais qui va plutôt faire tourner le business dans le bon sens, quoi. Ok, mais il y a beaucoup de gens qui, effectivement, quand on arrive à la création et que c'est créé au moment du Covid, en fait, beaucoup d'entrepreneurs disent effectivement, c'est aussi la conscience du retour à moi, de la compréhension, en fait, quelque part, de la prise de conscience qu'il n'y a pas que la vitesse et la vie extérieure et qu'on a besoin d'un retour sur soi. Ça a été ça aussi un petit peu pour toi ou pas du tout? Non, parce qu'en fait, je l'avais entamé 6 mois avant.
Voilà, 6 mois avant, j'avais commencé à faire que du sport en extérieur, donc du wake surf, plein de choses au bord du lac d'Annecy, et cetera. J'avais découvert le plaisir de plus être à la salle de sport juste après le travail pendant 1 heure, mais juste pouvoir faire du sport quand je voulais. J'ai vraiment favorisé la famille, les amis, et cetera pendant 3-4 mois, le temps de me recentrer sur attends, c'est quoi mon biorhythme à moi? Si j'ai pas le rythme du travail, en vrai, c'est quoi mon rythme de mon heure de lever idéale, mon heure de coucher idéale, mes heures de repas, qu'est-ce que j'aime faire, c'est quoi mon rythme de sport? Tu sais, c'est comme si je m'étais découverte. Tu sais, il y avait une pause dans le temps. Et puis, du coup, bah voilà, en fait, j'ai pas été dans la précipitation. Ok. J'ai laissé les choses faire. Je me suis formée à la PNL et puis à la Z, mais tu vois, j'ai laissé le temps au temps d'infuser. Tu as été chercher le chronotype, etc., pour voir effectivement la manière la meilleure pour toi, quelque part, de réagir et de vivre, en fait, par rapport à tout ce que tu avais à vivre. Ok. Donc, on crée, commence à créer. Ok. Pour créer, c'est bien, il faut des clients. Comment on les trouve? Comment on fait au départ? Comment on se lance? Eh ben, alors, moi, il y a quelque chose que je répéterai jamais assez, c'est que je pense que, quelle que soit la formation que vous entamez, c'est important de la faire d'abord pour soi et de se faire accompagner soi. Parce que là, je vais pousser un petit coup de gueule personnel. Je vois trop de gens qui vont faire une école de coaching plutôt que de se faire coacher. Je vois trop de gens qui vont faire des formations PNL pour l'enseigner plutôt que de le faire d'abord pour eux. Et je pense que alors moi, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis fait coacher, je me suis fait accompagner par un mec incroyable qui s'appelle Éric Meignier, qui a écrit un bouquin notamment sur le sauvetage en montagne, qui est assez connu. Et lui, en fait, il m'a fait des séances de coaching et on allait chercher ce que je suis venue le voir avec cette problématique, pourquoi je suis faite. C'est quoi mon pourquoi, il y a quoi au fond. Et on a fait tout un tas de séances de coaching. Ensuite, je me suis formée à la PNL, puis je me suis reformée à la PNL, puis je me suis reformée à la PNL, et puis je me suis reformée à la PNL. C'est-à-dire que j'ai répété, 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 appliqué, répété, appliqué, répété, appliqué. Et je n'ai pas fait une formation PNL en mode survol avec un bouquin que j'ai mis dans un placard en me disant c'est bon, j'ai fait de la PNL. Je pense qu'un des secrets, c'est vraiment de le faire pour soi, de l'intégrer pour soi, de venir le refaire et ensuite éventuellement, tu vois, de le pratiquer sur des gens, mais d'abord de l'avoir intégré. Parce que très souvent, en fait, on reste à ce niveau-là, un peu comme à l'école. Ah ben, je sais recracher le protocole, donc c'est bon. Ou je l'ai compris en formation, c'est bon. En formation, on l'a fait une fois. Et ça, c'est super important. Et en énéagramme, pourquoi moi j'ai assimilé les trucs, c'est que je me formais et après dans le train, quand je rentrais de Paris, je recopiais tous mes cours et après j'en parlais aux autres et après je lisais des bouquins, puis je recompulsais, puis je refaisais des fiches. Et tu vois, vraiment, j'apprenais de différentes manières. Et je pense vraiment que la pratique, ça fait toute la différence. Et du coup, quand je pratiquais, bah, j'ai demandé à des, bon, j'aime pas le mot cobaye, mais tu vois, à des gens en disant, bah voilà, est-ce que vous êtes OK que je pratique sur vous? Et donc, dans un premier temps, ça a marché sur le bouche à oreille. Ok. Et puis après, donc la PNL, je l'ai fait avec Paul Pironnet, puis je l'ai fait aussi avec Guillaume Andreu, donc j'ai eu la double approche. Et ce qui s'est passé, c'est que grâce à Guillaume, il m'a vraiment, on va dire, aidé à me dire, bah tiens, si tu veux, on fait des lives. Mais moi, en vrai, toute seule, jamais de la vie, j'aurais fait un live. Ah ouais? Parce que j'ai beau être extravertie, etc., ce que tu vois aujourd'hui, avant, c'était pas le cas. J'étais terrorisée. Et en fait, il me laissait pas trop le choix, quoi. Bah, on fait un live. Et moi, je me disais, oh mon Dieu, c'est pas possible. J'étais mal du début à la fin. Et puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Puis au bout d'un moment, ben, j'ai commencé à prendre du plaisir, puis à trouver l'intérêt, puis à me dire, mais c'est génial parce que ça permet que les gens connectent, bah, comme là ce soir, voilà, puissent poser des questions. Et c'est une vraie prise de risque, un live. Parce qu'en vrai, si tu bégayes, si tu oublies ce que tu as à dire, si machin, bah voilà, c'est la vraie vie. Et je me suis dit, bah voilà, ça c'était un super exercice. Parce que en vrai, on peut penser que c'était facile, c'était la panique générale. Ah oui, mais complètement. Je sais que moi, c'est la même chose, ne serait-ce que quand j'ai commencé juste à envoyer ces interviews, les premières, c'était mais qu'est-ce que j'ai fait, comment je vais m'en sortir, etc. Et c'est vrai qu'ici, je vais peut-être faire un peu de pub à Martin Latulipe, mais il dit quelque chose qui est vraiment, pour moi, une base. C'est si tu veux acquérir une compétence, fais une chose 1000 fois. Et ça, c'est pratiquement un mantra quelque part dans l'entrepreneuriat.
Carrément. Ah, mais de dingue, mais complètement. Complètement. Il y a plein de gens qui se dispersent, qui disent ah ouais, mais alors j'aimerais ajouter ça comme outil, et ça comme outil, ça comme outil. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un focus, une discipline sur quelque chose. Moi, par exemple, c'est la connaissance de soi. Et puis, je suis partie d'un postulat que j'ai observé, c'est que les gens me disent tous la connaissance de soi, quand j'ouvre un bouquin, je prends l'énéagramme, quand j'ouvre un bouquin, c'est trop complexe, je le referme. Je l'ai entendu 100 fois. À partir du moment où j'entends ça 100 fois, je ne peux pas rester sans rien faire puisque c'est mon domaine. Donc, mais je pense que Martin Latulippe, s'il a créé sa formation, c'est aussi parce qu'il voyait trop d'entrepreneurs qui se demandaient comment ils devaient se lancer sur le web. Et donc, tu réponds à un besoin. Donc, moi, j'entends ça. Qu'est-ce que je fais? Je commande des bonnets de couleur et je décide de faire des petites vidéos rigolotes en me disant, je vais vulgariser l'énéagramme et je vais créer des vidéos dans lesquelles les 9 profils vident le lave-vaisselle, vont à la machine à café, vont au travail, sont en voiture, et puis on verra. Et donc là, en fait, les gens me disent waouh, j'ai enfin compris l'énéagramme, waouh, j'ai enfin rigolé avec l'énéagramme, ah, j'ai montré ça à ma fille, j'ai montré ça à ma mère. Et là, le job, il est réussi. C'est que l'idée, c'est pas de se disperser, c'est que je prends un axe et je propose plusieurs choses autour de cet axe pour que je touche un maximum de personnes. Parce que mon idée, c'est que tout le monde puisse avoir accès à ça, donc par plusieurs biais. Donc les podcasts avec la radio RTL, une pièce de théâtre, des vidéos, la formation. Et tout le monde n'a pas les moyens de se payer une formation, mais au moins créer du contenu, des PDF, de l'écrit, de l'oral, du podcast, mais toujours autour de ce thème-là, pour répondre à ce besoin que j'avais identifié et qui me frustrait. J'ai ouvert un bouquin, j'ai rien compris, j'ai refermé. Je comprends. Parce que moi aussi, je trouve que les bouquins, ils sont imbuvables. Complètement. Et c'est vrai que tout ce que, alors on en parlera effectivement un petit peu tout à l'heure, mais la façon dont tu as amené l'énéagramme sur les réseaux, même moi au départ, j'ai regardé ça un petit peu en me disant, oula, c'est quoi? Franchement, hein, je vais être honnête, c'est vrai que je l'ai dit, mais aujourd'hui, il y a une vidéo qui sort, j'y vais parce que c'est drôle, c'est léger, c'est fun, c'est voilà, c'est une autre manière de l'approcher. Encore une fois, on sort du métro pour aller voir d'autres couloirs et d'autres manières. Encore une fois, c'est la même chose. Ok, donc on crée, on trouve des clients, on va chercher un petit peu. Ok, quand on se met à créer, quand même, il y a quand même des peurs, il y a quand même des difficultés, il y a des challenges. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors moi, j'ai le problème inverse. C'est-à-dire qu'en astrologie, je suis un bélier. Je ne sais pas si ça te parle. C'est-à-dire que je lance un truc et après, je réfléchis à comment je le fais. Et là, je peux te dire que je me suis pris des frayeurs, mais après coup. C'est-à-dire que la première formation énéagramme que j'ai décidé de lancer, ça m'a pris comme une envie de pisser. Je me suis dit, oh, génial, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser des panels de gens qui vont venir témoigner sur 9 semaines. Et du coup, les stagiaires, ils vont découvrir l'énéagramme comme ça. Et là, en fait, je lance cette idée à quelques personnes qui m'avaient dit, le jour où tu formes à l'énéagramme, on vient. Et là, en fait, j'ai 12 personnes. Et la formation, je la démarre 2 semaines après, mais je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Je ne sais pas ce que je vais raconter, je ne sais pas. Je n'ai pas le comment, en fait. Et là, en fait, je me dis, mais je suis complètement barjot comme fille. C'est-à-dire que, tu vois, je me suis lancée, puis j'ai réfléchi après. Et en fait, je pense que ça, c'est une manière de s'engager aussi, et c'est une façon de prendre des risques qui est audacieuse, que peut-être un peu folle aussi des fois, parce que j'ai eu des sueurs froides. Mais si tu veux, la peur, pour moi, elle n'a jamais été avant, parce que la création m'excite, l'idée nouvelle m'excite, le projet, l'idée que je vais former des gens, machin. Tu as tout de suite l'idée, je ne vois même pas les limitations. Et c'est après que j'y réfléchis. Et du coup, moi, j'apprends par l'expérience. Et j'adore. Et donc, j'ai dit aux gens, vous savez quoi? C'est la première formation énéagramme. Je la propose à un prix dérisoire. Par contre, vous me faites vos retours. Vous me dites tous comment je peux améliorer. Et du coup, j'ai embarqué les gens avec moi. Et je leur ai dit, allez, c'est parti, on tente. Et ça a été une vraie réussite. Ils m'ont fait quelques retours. J'ai refait un volume 2 de manière, on va dire, un peu plus upgradée, un peu plus pro. Puis là, j'en suis à la 7e version. Donc là, c'est bon, c'est rodé. Mais tu vois, si on s'arrête, on réfléchit trop au comment, attendre que ce soit le bon moment, attendre que ce soit parfait, attendre de maîtriser à fond le truc. En fait, c'est jamais le bon moment. C'est jamais vraiment le vrai bon moment. Après, ça dépend aussi un petit peu des caractères de chacun, effectivement, mais c'est vrai aussi que si on se dit tout le temps,
attends, j'attends le bon moment, j'attends que ce soit bien, j'attends que je l'ai fait, j'attends que je sache comment je vais le faire. Effectivement, on est en train de se construire un château sur Mars qu'on n'habitera jamais quelque part. Exactement. Et en fait, tu vois, il y a eu une autre expérience, je crois que c'est l'expérience qui m'a foutu le plus la trouille de ma vie. Le jour où Justin, chez RTL Belgique, me dit, bon, ben, du coup, ça te dirait d'enregistrer des podcasts de l'énéagramme sur la radio RTL? Mais là, je suis passée par toutes les couleurs. Parce que ce qui vient, c'est Ça tombe bien. non. Et puis en fait, je me suis dit, bah dis oui, tu verras après. Et sur place, tout l'enregistrement, j'étais dans un état de stress, tellement stressé que j'avais le dos tout bloqué, le cou tout bloqué. Et la seule chose qui m'a fait sortir de ça, c'est de me focaliser sur les gens et de me dire combien de personnes vont pouvoir avoir accès à des podcasts gratuits où ils vont découvrir ça dans les bouchons. Et tu sais, moi, je me revoyais salarié dans les bouchons à faire 1 heure de bouchon tous les matins. Je me dis, mais j'aurais trop kiffé avoir des podcasts, écouter ça. Donc, je me suis focalisée sur les gens en me disant, voilà, tu sers une mission t'es dans la transmission. Et donc, en fait, c'est super parce qu'il faut que tu le rendes le plus clair possible, le plus simple possible, que tu fasses venir des gens qui, avec leur témoignage, vont rendre le podcast aussi vivant. Parce que, évidemment, je prône le panel en formation, mais pareil pour le podcast, de faire parler les personnes de leur profil. Et Justin m'a mis énormément à l'aise, et puis c'est son métier, et c'était super chouette. Et ça a été très dur parce que quand je me focalisais sur moi, j'étais pleine de peur. Par contre, quand je me centrais sur l'autre et sur à quoi ça allait servir, à qui ça allait servir, mes valeurs, ma mission de transmission, du coup, tu vois, j'étais apaisée. Je me disais, allez, c'est pour les gens que tu le fais, donc sors ton truc, tu vois. Ok. Et donc, effectivement, ça, croyance, on en a parlé tout à l'heure au départ, avant de créer, effectivement, est-ce que je suis capable, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit, est-ce que, etc. Quand on crée, il y a d'autres croyances qui se forment. Comment on les dépasse? Juste par envie de plaisir. Pardon? Je dis, comment on dépasse les croyances qui se forment quand on crée quelque chose, effectivement, on se rend compte bien souvent qu'il va nous manquer, il y a des fois des compétences, des manières de faire, etc. Comment ça joue sur la création? Est-ce que c'est juste la conscientisation de OK, il faut que je me forme, il me manque quelque chose, ou est-ce qu'on peut le prendre aussi comme la justification de dire bah, tu vois, il me manque ça, donc ce que j'ai fait, j'aurais pas dû? Moi, je pense que l'idée, c'est vraiment d'avoir un budget pour se faire accompagner. De se faire accompagner par quelqu'un qui est complémentaire et qui est capable de nous faire poser les bonnes questions, qui est capable tu vois, moi, je pense, j'ai vraiment une pensée par rapport à l'Académie Zéro Limite. Il y avait un webinaire par mois avec Paul Pironnet dans lequel on pouvait poser des questions et en fait, les conseils, mais ils valaient de l'or. En fait, c'était des conseils qui valaient des milliers d'euros parce que ça permettait de recadrer, de tac, 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 de faire le bon truc. Bah, tiens, j'ai lancé tel truc et puis d'un coup, il va te dire, ah bah oui, mais t'as pensé à faire sous mode d'abonnement parce qu'en abonnement, ce serait comme ci, comme ça, tac, tac, tac. Et je pense que c'est très, 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 très important de ne pas rester seul parce que alors, la solitude de l'entrepreneur, c'est tout ce qu'il y a de pire. Et de prendre une formation, bien sûr, dans son budget, mais qui va nous permettre d'avoir une communauté, d'être entouré par des personnes et de pouvoir poser ces questions et d'avoir un mentor, d'avoir des gens qui vont nous inspirer et qui vont nous aider à cheminer. Parce que bien entendu que moi, par exemple, je suis quelqu'un qui se disperse énormément. J'ai un problème de concentration, je me disperse, j'aime la nouveauté. Eh bien, je n'ai pas changé. Par contre, j'ai décidé de créer de la nouveauté, mais dans mon focus. C'est-à-dire que mon fil, c'est l'énéagramme. Alors qu'en vrai, j'adore la ProcessCom, j'adore le MBTI, j'adore la PNL, j'adore plein de trucs. Mais mon fil, c'est l'énéagramme. Et avec l'énéagramme, je crée des trucs fun avec l'énéagramme. Mais j'ai mon fil conducteur. Et ça, tu vois, ça m'a été enseigné par des personnes qui m'ont parlé de discipline et qui m'ont dit, Cécile, si tu n'as pas de discipline et que tu es dans l'entrepreneuriat, ça ne va pas être possible. Et je me suis dit, ah, mais la discipline, c'est pas drôle. Ben si, ça dépend comment on l'entend. Ouais, c'est vrai que souvent, quand on veut commencer à créer, etc., et qu'on est entrepreneur, on veut créer, on vous parle de discipline. Et alors, il y a déjà, on sort du salariat généralement quand on commence à être entrepreneur, c'est souvent après une période de salariat. Donc, il y a déjà toutes les casquettes à intégrer parce que quand tu es entrepreneur, c'est pas juste ton cœur de métier. Il faut être comptable, il faut être commercial, il faut aller chercher, il faut être chef d'entreprise, il faut être
Et tout ça, quand tu te lances, en règle générale, tu ne le vois pas vraiment, parce que ce n'est pas le genre de choses qui te saute à la figure tout de suite. Mais effectivement, se faire accompagner par des gens qui ont déjà de l'expérience en fait et qui sont capables de vous mener sur le bon chemin. Sauf que la discipline, quand on commence, ça fait peur. Parce qu'on se dit, oh là là, je vais être cadré, il faut ci, il faut ci, il faut ça. Et en fait, pas vraiment. La discipline, elle est à chaque fois, elle est en fonction de chacun, en fait. C'est chacun qui suit sa propre discipline. Ouais, et puis, et en fait, moi, j'ai pas de mal à demander d'aide. Et en fait, je suis souvent allée sonner à des portes, tu vois, des gens avec qui j'avais été en formation, des gens dans la communauté, des gens avec qui je m'étais formée, des formateurs où j'ai dit: «Au secours, en fait, là, franchement, je suis bloquée, qu'est-ce que tu en penses, toi?» Et tu vois, de poser une question ou 2 questions ou d'aller voir des gens qui ont déjà fait mieux, qui l'ont déjà fait et de dire: «OK, toi, tu t'y es pris comment? Et si tu devais me donner 5 conseils ou les erreurs que toi, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil pour éviter certaines». Tu vois, par exemple, moi, demain, tu viens me voir, tu me dis je vais me lancer, quelle connerie à éviter. Je vais te dire évite d'aller voir une agence de com et de balancer 6 000 euros par la fenêtre, comme j'ai fait. Parce que j'ai balancé 6 000 euros. Comme j'ai fait aussi, quelque part. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce que quand tu es entrepreneur, tu n'as pas besoin d'une agence de com qui a pignon sur rue. Tu peux juste aller voir quelqu'un qui te fait du marketing digital, qui te donne certains conseils. Moi, je suis allée voir une agence de com qui s'occupe de grosses entreprises. Du coup, ce n'était pas approprié. Du coup, je me suis vraiment ruinée dans certaines choses. C'est comme le site internet. Faites pas du à l'arrache parce que derrière, c'est mal référencé, derrière, c'est long et derrière, vous allez payer vraiment, vraiment cher le prix de l'économie. Et du coup, là, aujourd'hui, il y a vraiment des choses où je sais que ces conneries-là, je ne les ferai pas. Donc, ouais, c'est ça, effectivement, quand on se lance, le fait d'aller voir des gens qui l'ont déjà fait, ça permet en fait de prendre conscience quelque part du prix à payer, en fait, et de faire attention effectivement à certaines choses où on n'a pas forcément, ou tout du moins où on voit effectivement, on projette très loin. Mais quand on projette très loin, c'est un petit peu, moi je sais que ça m'arrive d'avoir des entrepreneurs qui me disent, je vais commencer là, et comment je ferai quand je vais avoir 10 clients? Eh ben, on se calme déjà d'attendre d'en avoir un, et puis on verra après. Mais la projection, elle est toujours beaucoup plus loin que ce qu'on peut, d'une part, et d'autre part, on a tendance à sous-estimer ce qu'on est capable de faire soi-même et à surestimer ce qu'on est capable de faire dans un temps donné. C'est vraiment pas forcément, comment dire, c'est pas forcément logique, mais on a effectivement une dualité entre de surestimation et de sous-estimation qui est quand même assez difficile à comprendre au départ pour pouvoir se positionner. Et puis, tu mentionnais un truc important, tu as dit, attends, je viens de zapper ce que tu viens de dire. Surestimer ce qu'on est capable de faire. Mince, j'ai zappé, j'avais une idée en tête et je l'ai oubliée. Sous-estimer ce que l'on est capable de faire et surestimer, il y a des fois, la capacité de faire dans un temps donné. Oui, tu as dit quand on a un client versus quand on a 10 clients. En fait, souvent, on voit les choses comme un problème alors que moi, j'aime bien les voir comme une opportunité. C'est-à-dire que moi, au début, donc voilà, j'ai mes clients dans les formations. Puis après, quand les choses, elles ont commencé à prendre de l'ampleur, je me suis dit, aïe, 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 comment je vais faire? Ça va être la cata, je vais pas avoir. Et en fin de compte, quand je suis passée en formation de 5 personnes à 25 personnes, ça n'a absolument rien changé. Alors que je m'étais imaginé toute une histoire. Et les choses doivent devenir des opportunités. Et je pense que ceux qui réussissent sont les gens qui sont flexibles. Parce que plus on est raide et plus on est plein de principes et plus on est plein de certitudes, et plus en fait on est au premier coup de vent, en fait on se déracine. Alors que l'idée c'est vraiment d'accompagner le mouvement et de voir ok, j'ai plus de clients, bah tiens peut-être que je peux créer des sessions de coaching de groupe aussi. Peut-être une séance par mois qui est un coaching de groupe. Peut-être qu'en formation, bah, du coup, d'avoir une grande cohorte, ça permet aussi de faire des sous-groupes, des groupes de travail et d'aller repenser les choses, mais en s'en servant comme d'une opportunité, mais en aucun cas voir les évolutions comme des problèmes, parce que du coup, ça amène de l'anxiété qu'il n'y a pas lieu d'avoir. Et pour le coup, c'est vraiment une question de créer des opportunités et des façons de voir les choses autrement, de les faire évoluer autrement. Et en fait, la base de l'entrepreneuriat, effectivement, ça pourrait être effectivement souplesse et flexibilité quelque part. Juste pour éviter d'être trop ancré en fait et de pouvoir se casser la figure en fait très vite.
Et tu vois, je me dis, si je m'étais écoutée, tous les lives que j'aurais pas fait, RTL, si je m'étais écoutée, j'aurais dit non, parce que je me serais dit non, je me sens pas prête, je vais attendre le mois de septembre. Et puis en fait, en vrai, ça s'est fait. C'est très bien pour là où j'en étais au moment où je l'ai fait. Aujourd'hui, ça serait à refaire, je le ferais mieux, parce que j'ai plus de connaissances, parce que j'ai acquis de nouvelles choses. Mais l'idée, c'est qu'au moment où je l'ai fait, j'ai fait du mieux que je pouvais. On a fait du mieux qu'on pouvait avec Justin au moment de l'enregistrement, avec les gens qui étaient là. Et il y a plein de gens qui sont super contents, qui utilisent les podcasts pour s'initier à l'énéagramme. Du coup, moi, le job, il est réussi. Et je me dis, de tout le temps penser, non, c'est pas le moment, je le ferai après, je le ferai après. Ça, je pense que en fait, c'est pas une solution parce que ça nous challenge pas. Et moi, la première fois qu'on m'a proposé de faire une conférence, je te jure, je me suis liquéfiée. Hein. Je me suis liquéfiée sur place. C'était Pascaline Camocoué. Elle lançait sa tournée de Watch Me Talk et elle me dit oui, machin, tu viendras sur scène 45 minutes. Je fais non, mais c'est une blague. Et je te jure, je suis devenue transparente. J'avais 6 mois pour préparer. J'ai stressé pendant 6 mois comme une malade. Et j'ai préparé jusqu'à ce que, en fait, en vrai, je me rende compte que c'était la peur prenait le dessus jusqu'à ce que je me redise à nouveau, mais qu'est-ce que tu as envie que les gens ils retiennent, comment tu peux les aider, quel est le message qui est important, tu vois, quand tu sors de toi, tu te mets en position d'observateur, tu te dis, mais en vrai de vrai, là, tu es centré sur toi, mais si tu te centres sur les gens et sur ce qu'ils ont besoin d'entendre et sur la partie de ton histoire qui peut les inspirer, les aider, machin, c'est quoi que tu as vraiment envie de leur dire, tu vois. Et à nouveau, pour ce projet-là, je me suis fait entourer, je me suis fait aider. Oui, c'est ça. Donc, tout ce que tu dis, effectivement, à chaque fois, dans un premier temps, on entend, si tu veux, en premier plan, le fait de dire, OK, j'y vais, je me lance, j'ai de l'instinct, enfin, tout va bien et voilà. Enfin, tout va bien, non. Mais je me lance moi-même. Et derrière, en fait, et tu le dis à chaque fois, je me suis fait accompagner, je me suis fait aider. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas dans la posture que l'on, comment dire, d'un entrepreneur qui quelque part va créer ou va faire va créer une activité, mais je dirais qui se lance en fait du 200e étage sans avoir de garantie ou au moins un parachute pour à un moment ou à un autre l'aider à amortir sa chute. Toi derrière, tu montes au 200e étage, tu te lances, mais malgré tout, tu as le parachute et tu sais quand l'ouvrir. Ou tout du moins, tu fais en sorte d'avoir des gens qui te disent quand l'ouvrir. Mm. Ah oui, non, pour moi, c'est hyper important d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'est pas bon partout. Moi, je me connaissais bien, donc je connaissais mes potentiels défauts sur le côté de me disperser, d'être hyper excitée par les lunes de miel, tu vois, le côté nouveauté, le côté vouloir absolument que ça soit rigolo, que ça soit sympa, et des fois, peut-être que ça pouvait être au détriment de peut-être une certaine profondeur, parce que je voulais absolument que les gens s'ennuient pas, alors qu'en fait, je pars d'un postulat qui n'est pas forcément juste. Les gens n'ont pas forcément besoin tout le temps que ce soit grandiose ou que ce soit grandiloquent. Donc il a fallu aussi que, en discutant avec des professionnels, j'ai pris note de leur expérience et systématiquement, quand on m'a donné des conseils, je les ai appliqués. Alors, les conseils, je parle de conseils que j'avais vraiment demandé, des professionnels que j'avais reconnus comme compétents dans ce domaine-là. Et j'ai une petite liste dans mon téléphone de tous les conseils qu'on m'a donnés, de toutes les phrases qu'on m'a dites et qui m'ont percuté et que je relisais régulièrement pour me rappeler de pourquoi faire les choses. Tu vois, typiquement, il y a une phrase qu'on m'a dite l'autre jour. Les gens qui te critiquent sont souvent des gens qui ont non seulement qui ont généralement pas pris les risques que tu as pris et qui ont même pas fait aussi bien que toi. Et je me suis dit, bah c'est vrai. Les gens en fait qui te critiquent, c'est rarement quelqu'un qui a fait mieux que toi. Et ça m'a fait remettre en perspective pas mal de choses et je me suis dit ça, je pense qu'il faut que je le dise à pas mal de gens. Parce que en vrai, de vrai, moi, le peu de gens qui ont eu le culot de me faire des réflexions désagréables sont des gens qui n'auraient même pas eu le courage de faire le quart du tiers de ce que j'ai fait. Donc je me suis dit, qu'ils aillent se faire voir.
Alors justement, tu m'offres une certaine forme de transition parce que j'avais une question à te poser, enfin 2 questions. Une, effectivement, quand on crée ou quand on a une entreprise comme ça, comment on est atteint, et tu viens un petit peu d'y répondre en disant allez vous faire voir, entre guillemets, comment on est atteint par les gens qui te disent, alors pas forcément qui critiquent, hein, mais quand tu lances une entreprise ou quand tu lances un projet d'indépendant, qui te disent tu ne devrais pas, fais attention. Tu sais, toutes ces bonnes âmes, quelque part, qui te donnent plein de conseils pour justement que tu arrêtes de faire ce que tu as envie de faire. Ah, t'appelles ça des bonnes âmes. On n'a pas le même mot alors. Non, moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, il y a carrément tout un pan de ma vie qui a basculé. Enfin, moi, j'ai eu pas mal, tu sais, ces connaissances, ces amis, ces collègues qui m'ont dit ah ouais, d'accord, tu vas faire des spectacles, tu veux monter sur scène, parler du développement personnel et former l'énéagramme, d'accord, et qui m'ont ri au nez. Donc, ces gens-là, en fait, du coup, d'eux-mêmes, en fait, enfin, tu vois, ça a été comme un accord tacite qui n'a pas été dit. Mais voilà, du coup, clairement, nos chemins sont assez séparés parce que je pense que je suis passée un peu pour la folle de service. Et puis après, pour les autres, alors tu sais, je vais te dire un truc. À 19 ans, quand je passe mon master RH et qu'on me prévient que je ne vais pas avoir de maître de mémoire, de tuteur de mémoire, parce qu'en fait, mon sujet est trop ésotérique, parce que je parle de la place du développement personnel en entreprise au sein du service RH, et qu'on me dit que mon jury va me défoncer, j'y vais quand même, j'y vais avec le sourire, et je ne me suis pas démontée, et j'ai gardé mon sujet, et j'ai gardé mon mémoire au risque de ne pas avoir mon master. Donc, à partir de là, ça donne un peu une idée de mon état d'esprit par rapport à ce sujet-là. C'est-à-dire que ce que tu en penses, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, je m'en fous pas mal. Par contre, j'y vais en étant, du coup, tu vois, d'une manière générale, je peux te dire que je m'en fous parce que je sais que ce que je fais, je le fais avec une bonne intention et moi, j'ai toujours eu la foi. J'ai pas un caractère à voir les choses qui pourraient mal tourner, à douter, à avoir peur. Tu vois, souvent, tu m'as posé la question et en fait, en vrai, je peux avoir peur dans ma capacité à donner une bonne conférence parce que j'ai envie de faire bien. Donc, je peux avoir peur de ne pas faire aussi bien que ce que j'ai imaginé que je pourrais faire si je m'entraînais ou si voilà. Mais ça, c'est par rapport à moi. Mais sinon, en vrai, j'ai tellement la foi, j'ai tellement envie, j'ai tellement l'énergie que souvent, en fait, finalement, que tu me dises, je pense déjà, il y a peu de gens qui me disent, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi, voilà. Et ceux qui me l'ont dit, ben, ça m'a pas arrêté. Ok, donc, voilà. Ok. Tu sais, en fait, à un moment donné, si tu sais pourquoi tu fais les choses, que tu aimes les faire et que les gens ils te donnent un feedback comme quoi ce que tu fais, c'est bien. Si tu as Tata Janine, tonton Jean-Michel et puis ta meilleure amie qui te dit oui, machin, ce que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est ci, c'est ça. À la limite, il peut y avoir une discussion pour faire comprendre certains points de vue, etc. Mais moi, en fait, ce qui compte à la fin, c'est que est-ce que mes clients sont satisfaits? Oui. Est-ce que je prends du plaisir? Oui. Est-ce que j'arrive à en vivre? Oui. Est-ce que ça me rend heureuse? Oui. Bon, alors voilà, fin de l'histoire, fin du débat. Et pour les gens qui ne sont pas contents, bah, tant pis pour eux, quoi. Ok. Une autre question pour toi, quand on commence à créer et qu'on est vraiment investi dans le projet qu'on a, on parle souvent de l'équilibre vie pro, vie perso. Comment tu as géré ça? Je t'ai dit que là-dessus, je crois que j'étais pas un exemple. Mais c'est toujours intéressant quand même d'avoir un contre-exemple. Alors déjà, je me suis lancée pendant le Covid, donc je pense que ça a été un super cadeau parce que avant de me lancer, j'ai pris une longue pause pour moi et je savais que je prenais cette longue pause dans lequel j'avais d'autres projets qui étaient perso, mais j'ai pris une longue pause dans laquelle je savais que, tu sais, je prenais cette respiration pour ensuite mettre un coup de collier. En vrai, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est comme les mamans. Si j'avais su ce qui m'attendait, je pense que je ne me serais pas lancée, en vrai.
parce que pour le coup, on ne m'avait pas dit qu'il fallait être expert comptable, pro des réseaux sociaux, maîtriser le podcast, le site internet, le marketing, les posts Canva, tout ça, on ne m'avait pas dit. Ce n'était pas écrit avant. Moi, je pensais juste que j'allais devoir faire ce que j'aimais faire. Voilà, merci de ne pas me l'avoir dit. Comment j'équilibre? Eh bien, ça fait 2 ans et demi que je suis à fond et que je ne fais que ça. J'ai compté l'autre jour parce que je savais que tu allais me poser une de ces questions. Je pense que je fais 60, un peu plus de 60 heures par semaine. J'ai un jour de congé par semaine qui n'est pas vraiment, qui est pas vraiment un congé parce qu'il y a les réseaux sociaux à gérer et ça me plaît. Il y a des moments où je sens une saturation, mais en fait, à chaque fois, je me rappelle, je me dis, tu sais, j'ai compris que les 2-3 premières années, c'était comme un avion qui décollait. Il faut mettre les gaz, mais il faut garder le manche, tu sais, en mode, c'est le moment le plus compliqué. Et qu'une fois que la machine commence à être lancée, c'est bon, tu peux mettre en place des automatismes, des choses qui roulent toutes seules, etc. Et là, c'est ce que je suis en train de commencer à faire pour mettre du lest. Donc là, j'ai une assistante. J'arrive à payer des gens pour déléguer certaines choses. Je vais créer une formation en distanciel qui va permettre d'avoir une formation à un petit prix et qui, du coup, tu vois, va être ce qu'on appelle du revenu passif. C'est-à-dire que c'est des formations qui peuvent être faites même quand moi, je ne suis pas au travail. Parce que là, aujourd'hui, si je m'arrête et que je vais en vacances, il n'y a rien qui rentre. Donc, tu vois, ça peut être l'idée, pour ceux qui nous regardent, ça peut être écrire un livre, ça peut être, peu importe, faire des choses qui vous rapportent même quand vous ne travaillez pas. Parce que c'est ça un des travers de l'entrepreneur. Et donc, en fait, là, clairement, non, moi, mon équilibre, c'est que je me suis dit, je mets tout de côté. Et tu vois, j'adore le ski et ça fait 2 hivers que je vais skier 4 jours, alors qu'en vrai, c'est ma passion. Et là, je me suis dit, ça y est, l'année prochaine, je vais pouvoir aller au ski, je vais pouvoir faire des choses et je vais pouvoir dégager des vraies plages de temps, des vrais congés. Parce que, voilà, je vais peut-être avoir quelqu'un pour gérer les réseaux, pour gérer plein de choses. Et donc, moi, c'est plutôt comme ça que j'ai géré. C'est à fond pendant 3 ans, tu vois, décollage de l'avion. Et après, faut quand même que je sois aux manettes, que je regarde ce qui se passe. Mais j'ai une vitesse de croisière. Ok, d'accord. Et donc, si aujourd'hui, je te demandais de juste te retourner sur toute ta carrière, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Quelle est la synthèse que tu pourrais en faire? Ouh là 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 là. J'aime bien poser des questions qui ne marchent pas comme ça. En fait, qu'est-ce que je pourrais en retenir? En vrai, alors, en tout cas, j'ai pas de regrets. Je suis contente d'avoir osé à chaque fois et d'avoir dit oui à chacun des projets. Et pour le coup, je vois qu'il y a Guillaume qui nous regarde, mais à chaque fois, lui, il m'a vraiment poussé, dit est-ce que tu veux qu'on bosse ton truc? Est-ce que tu vois? Et ça, je pense que c'est tout le temps important. Il y a plein de fois où j'ai appelé Paul Pironnet, où je lui ai dit purée, j'ai une intervention en entreprise, que tu peux m'aider à faire un plan de route dans ma tête? Enfin voilà. Et vraiment, je pense que c'est hyper important de savoir s'entourer, de savoir poser des questions aux bonnes personnes. Et si je devais faire une synthèse, c'est entourez-vous bien, prévenez votre entourage du changement de vie. Soyez prêts à ce que l'entrepreneuriat, ça soit comme le fait d'être parent. Il y a ce que tu avais imaginé et il y a ce qui se passe dans le concret. Et puis surtout, la chose la plus importante, tu vois, c'est qu'il y a une erreur que j'ai faite, ça a été de faire une formation en marketing sur les réseaux et d'appliquer, de faire des posts tous les jours et d'appliquer une méthode qui n'était pas la mienne, qui vibrait pas, qui n'était pas moi, jusqu'à ce qu'un jour je dégoupille et que je vois dans ces mentors, voilà, des gens que j'appréciais qui se mettent à délirer en conférence, à être super drôle, à nous faire des trucs super drôles. Et je me dis, mais à quel moment j'ai perdu mon grain de folie et je me suis juste oubliée, je suis restée dans le il faut, on doit et dans le. Tu vois, j'étais dans le fait de bien vouloir faire les choses pour avoir les clients, pour machin. Puis le jour où j'ai mis mes bonnets sur la tête et que j'ai commencé à faire mes vidéos, c'est là où tout a explosé. Parce que je me suis amusée, parce qu'il y avait moins d'enjeux, parce que ça me faisait marrer, parce que du coup, les gens, on connectait sur le côté cœur, sur le côté complicité, je rendais les choses plus accessibles et c'était plus moi. Et si c'était plus moi, forcément, ça marchait plus. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important.
Si vous faites accompagner puis que votre coach vous dit oui, alors en fait, il faut poster tous les jours un post super long, puis il faut faire une vidéo face cam et que vous sentez que c'est pas du tout votre truc et que c'est hyper malaisant pour vous, mais faites-le pas, trouvez juste votre truc à vous. Mais qu'est-ce que je suis d'accord avec toi quand tu dis ça? J'ai exactement vécu la même chose et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'accompagne des gens, mais on a effectivement beaucoup de. Enfin, souvent, on fait des formations et quelque part, quand on cherche à les appliquer, on est quelque part, on copie en fait ce qu'on nous a donné et on devient des facsimilés de ce qu'on a appris. En fait, on devient des copies de ce qu'on a appris, alors que ce qu'il faudrait, c'est apprendre des choses, oui, mais après les ressortir à sa sauce, en fait, les vivre, les intégrer et les incarner. Parce que quand on les apprend, on les, oui, on les apprend, on les intègre. On connaît les processus. Mais la différence entre intégrer et incarner, c'est vraiment ce passage de j'ai appris à je fais, en fait, et je suis quelque part. Et je fais comme moi, ça me correspond. Et ça, c'est effectivement extrêmement important de pouvoir s'exprimer en tant qu'unité, quelque part. Mais oui, mais en fait, en même temps, je suis en train de me dire, vu le temps qu'on passe à l'école, c'est normal. À l'école, on demande d'apprendre par cœur et de recracher le truc par cœur. Et en fait, c'est très bien parce que ça nous apprend tout un tas de choses, apprendre tu vois, de savoir faire une dissertation, un plan, un machin, de savoir résoudre un problème de maths, etc. Sauf que sur les réseaux sociaux, ce qu'on nous demande, c'est communiquer avec notre énergie. Parce que moi, je suis persuadée que demain, je fais du MBTI, j'ai tout autant de personnes. Parce que les gens, ils vont venir me voir parce que c'est moi. Eux, ils viennent te voir parce que c'est toi. Ils viennent pas te voir parce que tu fais de la PNL. Ils s'en foutent que tu fais de la PNL. Oui, mais ils s'en foutent que je fais de l'énéagramme. C'est ce qu'ils veulent, c'est apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, bah, du coup, chez moi, c'est avec de l'énéagramme. Ok, très bien, parfait. Et je pense que plus on communique en étant bordéliquement authentique et plus, en fait, on fait des lives en étant parfaitement imparfait, plus, moi, il y a plein de fois où je prenais le chien de ma grand-mère, c'est un petit chien blanc trop mignon, puis à chaque fois, en fait, j'ai envie de faire un live. Et du coup, bah, des fois, en fait, il y a un chien qui arrive, qui me court dessus, bah, du coup, ça fait partie du live. Bon, bah, désolé, attendez, il y a un petit incident, c'est la vie, et il y a quelqu'un qui pose une question, hop, on répond. Et l'idée, c'est de créer des petits moments dans lesquels on crée une petite bulle d'intimité avec les personnes pour échanger. Et je pense que parfois, on se met trop la pression en mode « Oh là là, il faut que je fasse un live. Alors attends, je mets la lumière bien comme ça. Est-ce que je suis bien Du coup, de quoi je vais parler? Attends, je me mets un texte. » Mais c'est tout sauf naturel et c'est stressant. C'est super stressant. Alors qu'en vrai, voilà. Alors l'idée, c'est quand même que ça soit un minimum pro. C'est qu'est-ce que je vais dire dans ce live-là. Tu vois, moi, des fois, ça m'est arrivé de marcher et de me dire « Tiens, je me suis rendu compte bah, qu'à la formation, il y a 3 personnes qui m'ont dit que depuis qu'ils se connaissaient, bah, ça a amélioré leur vie de couple. Tiens, bah, je vais faire un live là-dessus en disant, bah, tiens, à votre avis, qu'est-ce que ça change de fait de faire des choses en couple, de faire une formation en couple, etc. » Et hop, je lance un sujet. Et puis, on verra, peut-être que ça prend pas, attends, tu sais pas. Mais c'est d'être connecté aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec le cœur, avec envie, avec la part d'enfant qui est en nous, qui ne se pose pas toutes ces questions et qui dit j'ai envie de faire ça, je le fais. C'est génial, parce que je t'ai posé une question en fait et tu as répondu à 2 questions, donc c'est franchement formidable, c'est franchement génial. La deuxième que j'allais te poser, tu viens d'y répondre. Ah. Chut, Minou, je suis en live, tu peux pas miauler comme ça et me couper la parole. Oui, j'en ai une aussi, c'est pareil, qui s'est pointée la dernière fois. Oui, je disais, tu as répondu à la deuxième question que j'allais te poser, qui est en fait, si aujourd'hui tu avais des conseils ou des tips un petit peu à donner à ceux qui voulaient se lancer, ce serait quoi? Mais je crois que tu viens effectivement de nous donner, c'est pas 2 ou 3 clés, mais une dizaine de bonnes clés, quelque part. Tu viens de nous donner. Peut-être en fait, une plus. Ouais, bah, en fait, tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, ah bah ouais, on peut faire un peu le tour de l'énéagramme par rapport à l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a une chose qui est importante au-delà de parler de son profil énéagramme et d'apprendre à se connaître quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Là, je trouve que c'est extrêmement important. J'ai eu peur. Le chat fait des bazars. C'est effectivement, j'ai eu peur. En fait, je pense que le but, c'est de trouver déjà pourquoi je me lève le matin.
Et pour ça, la première chose que je pense que vous pouvez faire, si vous nous regardez, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, vous allez demander à minimum 50 personnes quelles sont les 2 qualités qui vous reconnaissent, quelles sont les 2 choses pour lesquelles ils pourraient compter sur vous et quel serait le point sur lequel vous pourriez vous améliorer. Déjà, je peux vous dire que vous allez découvrir que tu vois, la richesse de ce que les gens peuvent te renvoyer, de ce qu'ils sentent déjà de toi, qui est une de tes qualités essentielles. Et moi, quand j'ai fait ce truc-là, j'ai découvert que j'avais reçu 50 fois le mot énergie. Et ben, tu vois, je ne pensais pas que c'était quelque chose qui pouvait être mis en avant. Enfin, je sais pas, bref, c'est pas quelque chose qui m'était venu à l'esprit. Et donc, évidemment, que ça, bah, du coup, c'est une de mes qualités ou une des choses pour lesquelles on vient me chercher. Ok, très bien. Du coup, je sais déjà que ça va être une de mes tu vois, dans mon identité, ça va être fort. Puis après, l'autre chose qui ressort, c'est ça. Donc déjà, ça, c'est une première chose qu'il y a à faire. Et la deuxième chose que je conseillerais, c'est d'aller regarder sa peur en face. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, de se dire en vrai, de vrai, c'est quoi ma plus grosse flip, tu vois? Et moi, ma plus grosse flip, c'était de ne pas être assez sérieuse. C'était de ne pas être prise au sérieux, de ne pas avoir, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, ma plus grosse flip, quand j'ai été honnête avec moi-même, c'est que j'avais peur de ne pas avoir l'assiduité nécessaire et que si j'étais à mon compte, en fait, j'avais peur d'aller bailler aux corneilles, enfin, tu sais, de me dire, oh, bah, je suis à mon compte, je fais comme je veux, du coup, de ne pas avoir envie de travailler. Et en fait, c'est super marrant parce qu'en fait, c'est tout l'inverse. Donc, en fait, je m'étais imaginé que j'étais une personne que j'étais absolument pas. Parce qu'évidemment, quand j'étais dans le salariat, j'avais qu'une envie, c'était d'être dehors et de faire autre chose. Mais quand je me suis lancée sur un truc que j'aimais bien, j'ai pas envie de faire autre chose. J'ai envie de faire ça parce que j'aime bien. Donc, déjà, la réalité, elle est différente. Donc, les peurs sont différentes. Complètement. Donc, vraiment, de regarder sa peur en face. Alors là, c'est le truc, c'est si je me lance dans l'entrepreneuriat, de quoi j'ai vraiment peur? Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, du coup, bah, évidemment, c'est d'aller découvrir, enfin, moi, je parle tout le temps de l'énéagramme, mais parce que c'est d'aller découvrir sa qualité essentielle, d'aller découvrir c'est quoi mon truc, le truc avec lequel je suis née. Si on imagine, si on part du postulat complètement fou, imaginez qu'en fait, on est né de manière parfaite et qu'en fait, on a une mission sur Terre, parce qu'en fait, comme on est, c'est déjà parfait et que c'est fait pour accomplir une mission. Bah, c'est laquelle, en fait? C'est juste quoi? Je suis venue là pourquoi? Ou pour qui? Et donc, entre autres, l'énéagramme nous permet de révéler c'est quoi notre qualité essentielle. Et en fait, tu vois, moi, si je pense à la mienne par rapport au 7, c'est nous faire voir les choses sous un angle joyeux, positif. C'est l'optimiste de l'énéagramme. Alors, il y a tout un tas de défauts qui vont avec. Hein. Là, on parle de la qualité essentielle. Et c'est l'énergie. Et c'est le côté, mais ouais, mais tout est possible, mais on peut y arriver, mais avec l'énergie. Bah, du coup, ça, c'est ma qualité essentielle. Donc, peut-être que mon rôle ici, c'est de transmettre les outils d'une manière plus pétillante, plus rigolote, plus ludique, etc. Et que pendant un temps, j'ai essayé de le faire d'une manière plus conventionnelle, mais ce n'est pas moi. Et du coup, ça ne convertit pas quand je fais ça comme ça. Donc, allez connecter à ce qui fait de vous qui vous êtes et pourquoi vous êtes fait. Demandez à votre entourage. Ensuite, confrontez-vous à la peur, à votre peur par rapport à vous lancer dans l'entrepreneuriat et listez les peurs. Et je pense que déjà de les lister et de les conscientiser, ça change beaucoup de choses. Et ensuite, amusez-vous. Voilà. Amusez-vous. Ça, je crois que ça va être. Alors, effectivement, on a 1 heure. Je pensais passer un petit peu sur les différents entrepreneurs par rapport aux différents profils de l'énéagramme. Ça peut, voilà, généralement, je compte que les interviews sont en gros sur 1 heure. Maintenant, si tu as encore un petit peu de temps, on avait prévu de le faire, on peut le faire. Moi, ça me pose pas de souci. Oui, on peut faire un tout petit tour, un petit tour de l'énéagramme. Alors, en fait, c'est vrai que j'avais fait ça. Je crois que c'était dans le calendrier de l'Avent des entrepreneurs. Alors ça, c'est du fait maison. Hein. J'ai donné des petits noms aux entrepreneurs de l'énéagramme. Alors, bien sûr, en toute bienveillance, il n'y a rien à prendre personnellement. Mais non, et puis d'ailleurs, il n'y a rien de bien méchant. Non, juste, Mais tu vois, l'entrepreneur de type 1 dans l'énéagramme, tu vois, ça serait l'entrepreneur qui est l'éleveur de conscience.
tu vois. Celui qui va mettre un projet au service de plus grand pour l'humanité, c'est quelqu'un qui va élever les idéaux vers plus grand. Parce que lui, il a cet idéal et donc il aime bien voir comment les choses pourraient ou devraient être. Sauf que trop de perfection peut amener à un manque d'efficacité. Donc, c'est typiquement l'entrepreneur qui va se dire « bah non, c'est pas encore parfait. Bah non, mon poste, il est pas… » et qui va être hyper tatillon sur des détails et qui peut perdre du temps avec plein de détails. Ensuite, qui va être largement soumis, en fait, quelque part au syndrome de l'imposteur en disant « j'ai pas la compétence, c'est pas fait, c'est pas ci, c'est pas ça ». Oui, alors le syndrome de l'imposteur, on peut le retrouver partout. Alors pour moi, ça n'existe pas. Encore ça, c'est encore un blabla inventé pour trouver des excuses pour pas passer à l'action. Mais je pense vraiment que des fois, on se met des étiquettes parce que ça nous arrange bien. Comme ça nous donne, tu sais, l'excuse. Oui, absolument. C'est une excuse. Ensuite, on a l'entrepreneur, en type 2, c'est l'entrepreneur de cœur. Alors lui, il est centré dans son cœur. Et donc, lui, il va se dire que l'énergie de son cœur, elle va être mise au service des autres. Il va vouloir les servir. Il va prendre en compte les besoins de chacun. Il a le cœur sur la main. D'ailleurs, le cœur, il est relié à la main. Et donc, évidemment, que cet entrepreneur, il faut qu'il fasse attention à ne pas tomber dans le sacrifice. Parce que c'est un profil chaleureux. Et donc, lui, quand il va monter une entreprise, il va se dire, tiens, comment je pourrais monter une entreprise qui pourrait rendre service. Mais l'idée, c'est de ne pas s'oublier dans le projet, parce qu'il a tendance à surinvestir son énergie en oubliant de dire non. Et ça, c'est vraiment la difficulté de ce profil-là. Et puis, lui rappeler qu'il ne peut pas sauver toute la planète. Et puis, surtout, c'est un profil qui a énormément de mal avec la solitude. Donc, quand on sait que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est souvent très seul, ça peut être un des points d'attention. Ensuite, on a la base 3 dans l'entrepreneuriat. Alors, il faut savoir que la base 3, naturellement, est un profil très, très, très entrepreneur, voire un des plus entrepreneurs de l'énéagramme. C'est l'entrepreneur révélateur de talent. Donc, lui, c'est un excellent coach parce que lui, il nous motive à l'accomplissement. Le profil 3, il nous fait grandir l'énergie à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que quand on l'écoute, c'est un peu un motivateur né. On se dit, waouh, tout est possible. Tu vois, lui, c'est celui qui nous apprend Yes, we can. Parce qu'on va se dire, purée, mais moi aussi, je veux faire pareil. Parce qu'il nous fait prendre conscience qu'on peut se réaliser à travers de ce qui est important pour nous. Typiquement, la PNL, c'est hyper 3. Et donc, lui, il va nous faire prendre conscience du joyau qui est à l'intérieur de nous, de notre diamant, et il va nous recharger les batteries. Tu sais, c'est un peu l'enfant motivé qui est prêt à nous aider à réaliser plein de choses, à se challenger, etc. Et donc, lui, il n'a pas de mal avec le fait de se mettre en avant et de prendre la lumière. Donc, ça, c'est l'entrepreneur type 3. Ensuite, on en connaît un particulièrement, je crois. Ouais. On en connaît même beaucoup dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de ces grands motivateurs sont en base 3, si ce n'est quasiment la plupart. Mais pas que là-dedans. Ensuite, on a l'entrepreneur en base 4. Alors lui, c'est ce que j'appelle l'entrepreneur hypersensible artiste. Donc lui, il va nous inviter à sublimer les choses dans la vie. Donc son projet, il est forcément original. Ça va être quelque chose qui sort de l'ordinaire. Parce que le profil 4, il est sensible à l'esthétisme, au beau, à l'art. Et donc, il va se demander, tiens, qu'est-ce qui va sortir de l'ordinaire ? Et donc, le passage à l'action, pour lui, est très compliqué parce qu'il est souvent pris dans des tumultes émotionnels et c'est vraiment un profil qui a du mal à passer à l'action, contrairement aux 3. Et c'est là où on voit qu'on peut avoir des synergies, qu'on peut aller demander de l'aide à des profils qui sont complémentaires à nous. Lui, il a peur de la banalité. Donc, il se dit que s'il est original, il risque le rejet. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette difficulté à passer à l'action. Et donc, ils sont plus dans l'imaginaire que dans le concret. C'est pour ça que le profil 3 lui est très utile. Et parfois, son hypersensibilité, elle peut lui jouer des tours. Et donc, il va avoir besoin régulièrement de se retirer pour sublimer les choses à nouveau. Donc ça, c'est l'introjection des profils 4. Ensuite, l'entrepreneur en profil 5. Alors, eux, c'est des gens qui font d'excellentes conférences. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui vont compulser beaucoup d'informations. C'est l'entrepreneur éclaireur. C'est l'expert, le sage. Le 1, il va redresser et lui, il éclaire. Il a besoin de comprendre le monde, aussi complexe qu'il soit, et lui, il va nous apporter de la clarté sur le fonctionnement du monde. Vous voyez, quand il entreprend, il apporte la clarté, il apporte la sagesse, et il va nous permettre de comprendre le monde. C'est pour ça que c'est un excellent conférencier. Tout devient clair tout d'un coup quand le 5 va nous parler, nous expliquer quelque chose. Mais, vu qu'il a peur d'être envahi, parce que le monde demande trop d'énergie et en donne trop peu,
Du coup, il peut avoir un peu le syndrome, il va chercher la connaissance, il peut avoir un peu le syndrome de l'expert. Il n'en sait jamais assez, il va sans arrêt vouloir compulser encore plus d'informations et avoir cette difficulté à aller s'impliquer dans le monde. Et effectivement, c'est aussi un profil qui a du mal à passer à l'action, comme le profil 4. Donc, à ce moment-là, il peut aller voir aussi un profil 3. Ensuite, on a l'entrepreneur. Donc, la base 6, c'est l'entrepreneur éveilleur. Donc, lui, il va aimer mettre sa loyauté au service du collectif et il nous fait sortir de l'individualisme que pourrait avoir le profil 3. Et donc, lui, un bon exercice pourrait être de se dire exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la peur. Quand je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est quoi ma plus grande peur? Parce que comme ça, il l'a anticipé et il peut enfin lâcher. Ouh là là, j'ai dit lâcher, le lapsus bizarre. Parce que souvent, il va projeter le scénario catastrophe qui a peu de chances d'arriver. Et parce qu'en plus, c'est son talent. Lui, son talent, c'est d'aller débusquer le loup, c'est d'aller voir le truc qui va mal tourner. Et donc, son grand talent, c'est vraiment l'anticipation. Et c'est l'entrepreneur qui va se dire, et si il se passait ça? Oh, imagine. Donc, lui aussi, il peut avoir besoin d'un entrepreneur qui est plus dans une énergie de challenge, qui peut être le 3, qui peut être le 7, pour lui dire, allez mec, ton idée, elle est bonne, on y va, tu vois. On va communiquer, on y va, c'est bon. Parce qu'en fait, le 6, il peut avoir peur d'être trahi, d'être abandonné, de se retrouver seul. Et donc, il va être aussi parfois suspicieux des personnes avec qui il fait alliance. Et parfois, sa peur, elle peut le freiner, tu vois, et l'immobiliser. Donc, c'est pour ça que le 6, c'est important qu'il fasse face à sa peur et qu'il la regarde en face, mais qu'elle ne le freine pas. Ensuite, on a l'entrepreneur 7. Alors, lui, c'est l'entrepreneur joueur. Il se dit, bon, il y a forcément une finalité positive à ce que je fais. Donc, contrairement au 6 qui craint en mode pessimiste, lui, il se dit, c'est pas grave, si ça ne marche pas, c'est pas grave, j'ai un plan B, puis j'ai un plan C, puis j'ai un plan D. Alors, si ça ne marche pas en entreprise, c'est pas grave, en fait, je ferai un autre truc. Parce que lui, son moteur, c'est le plaisir. Et souvent, à cause des peurs, souvent, quand il perd le plaisir, lui, dans l'entrepreneuriat, il va aller recréer un autre projet et un autre projet. Et la crainte, c'est qu'en fait, il saute d'une idée à une autre et qu'il n'aille pas au fond des choses. Parce qu'en fait, il a du mal à se concentrer sur une seule chose. Il a du mal à être ordonné comme un profil 1. Et donc, s'il tombe dans la lassitude, du coup, il va essayer de se recréer une autre lune de miel. Parce que le 7, il a peur de l'enfermement, qui est synonyme de privation. Donc, dès qu'il sent que ça va un peu être frustration et compagnie, il va sauter ailleurs. Donc, l'idée, lui, c'est qu'il se fasse accompagner pour effectivement garder son focus, garder sa discipline et recréer de la nouveauté dans quelque chose qui existe, mais sans tomber dans la dispersion. Ensuite, on a l'entrepreneur 8. Donc, lui, c'est le bâtisseur. Lui, il va aimer bâtir, il va adorer être autonome, comme le 3 et le 7. Mais lui, il va bâtir souvent quelque chose pour la justice. C'est au service en fait, c'est vraiment au service de la justice, un peu comme le 1, mais lui, il va nous inviter à y aller maintenant, parce que le 8, c'est un profil d'action. C'est tout de suite, maintenant, et on va protéger son équipe. S'il y a des vulnérables, on va les aider, on va aider à redresser, etc. Et c'est quelqu'un qui a une difficulté à voir sa vulnérabilité. Donc, souvent, en fait, il est dans le déni. Quand, par exemple, vous savez, quand on est entrepreneur, des fois, en fait, on bosse comme des tarés, puis on peut avoir mal au dos, puis des fois, on peut être fatigué. Et le 8, souvent, il est dans le déni des signes de faiblesse, des signes de fatigue. Et souvent, ça peut être une des choses sur lesquelles souvent c'est l'entourage qui va l'alerter, parce qu'en fait, le 8, il a beaucoup de force, beaucoup d'énergie, il tient sur la durée et il va détester les signes de faiblesse. Mais en attendant, c'est un des plus grands bâtisseurs et c'est aussi un entrepreneur né. Et enfin, pour finir, on a l'entrepreneur rêveur qui est le 9. Et lui, s'il met un projet au service du monde, ça va être au service de la paix, de l'harmonie. Parce que tout au fond de lui, ce qui est hyper important, c'est ça. Il veut vivre dans l'unité. Donc lui, c'est l'entrepreneur qui prend son temps. C'est le coureur de fond. Doucement mais sûrement. Si on fait la différence avec le 3, il va se lancer. Il peut peut-être négliger la phase d'analyse. Le 8 aussi, alors que le 9, il va vraiment prendre son temps. Mais le 9, il a aussi cette qualité de tirer des grosses charges sur la durée. C'est vraiment le coureur de fond. Et lui, s'il travaille en groupe, il va apporter l'écoute des points de vue de chacun, le consensus, parce que c'est un peu sur l'énéagramme, c'est celui qui est au-dessus du cercle, c'est un peu celui qui a la vue d'ensemble. Et donc, du coup, l'important pour lui, ça va être vraiment de se recentrer, parce que souvent, il peut baisser les bras
parce que le 9 a cette croyance que ce qu'il dit est moins important que les autres et souvent il peut se laisser un peu intimider en se disant « Ah bah ouais, mais moi j'ai pas cette énergie » ou « je fais pas tout ça » ou « moi je vais pas oser faire des vidéos, faire des choses » alors qu'on a énormément besoin d'énergie neuve. Alors c'est vrai qu'on en trouve moins dans les entrepreneurs, moi j'en connais un ou deux et notamment qui font de l'énéagramme et qui apportent une énergie très corporelle, tu vois, yoga et énéagramme, l'énéagramme et la méditation, l'énéagramme et tu sais, l'harmonie. Et donc, en fait, on est sur des approches qui sont très complémentaires. Ok. Donc, voilà pour notre petit tour. Merci pour ce tour d'horizon de l'entrepreneuriat façon énéagramme, à la manière Cécile Flora. C'est toujours super agréable. Et je crois qu'on va arriver effectivement à la fin de cette interview. Et Cécile, un énorme merci pour ta présence et pour tout ce que tu nous as partagé. Vraiment. Merci à toi. Et puis, merci à tous ceux qui étaient là ce soir, qui ont posé des petites questions, qui ont fait des petits messages gentils. Également, absolument. Merci à tous. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Et ben, j'espère vous retrouver, moi personnellement, bientôt, ne serait-ce que la semaine prochaine, où je vais recevoir à nouveau un master coach de l'équipe de puissance, de l'Académie de puissance mentale de Geoffrey Brochet. Voilà. En tous les cas, merci à tous. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Vous laissez réfléchir sur vos types entrepreneuriaux de l'énéagramme. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci, Cécile. Bisous, bisous. On vous aime tous.